Dans ces champs, comme presque partout, vous le voyez là-bas, on utilise de l'engrais. Car sans engrais, il n'y a pas de bonne récolte, et sans récolte, il n'y a rien dans nos assiettes. Les engrais, ce sont ces granulés qui contiennent une substance essentielle, du phosphate. Il est nécessaire à tous les organismes vivants, plantes, animaux ou êtres humains. Sans phosphate, pas de vie sur Terre. Et c'est là tout le problème, car le phosphate commence à se faire rare, tout comme le pétrole, sauf qu'il n'existe rien pouvant le remplacer. On va donc vous parler des différentes solutions pour éviter que l'humanité soit bientôt à court de phosphate. À commencer par celle qui consisterait à mieux utiliser le phosphate disponible. Cette station d'épuration derrière moi pourrait d'ailleurs y contribuer. On va vous y emmener, mais d'abord, voici pourquoi le phosphate est si important pour nous. Le phosphore. Pendant des millions d'années, cet élément chimique s'est accumulé dans la croûte terrestre en se liant à des minéraux au cœur de roches phosphatées. Il n'en existe que peu de gisements dans le monde. Tout organisme vivant a besoin de phosphore. Chaque cellule, chaque plante, chaque insecte, chaque animal et chaque être humain. Le phosphore est présent dans les sols comme dans toute matière organique. Il est à la base même de la vie. Dans la nature, le phosphore se rencontre surtout sous forme de phosphate, contenu par exemple dans des minéraux, dans le sol. C'est un élément indispensable pour les animaux, les plantes et les hommes, car il est présent dans les os et les dents, mais aussi dans notre ADN, et il est nécessaire à notre métabolisme. Le phosphore a été découvert en 1669 par l'alchimiste Hennig Brandt, qui cherchait en fait à obtenir de l'or. En faisant bouillir de l'urine jusqu'à évaporation totale, il a obtenu du phosphore. Si celui-ci se lie à des atomes d'oxygène, cela donne du phosphate. Au XIXe siècle, le chimiste Justus von Liebig a prouvé que le phosphate contribuait à la croissance des organismes. Aujourd'hui, 80% du phosphate dans le monde est utilisé comme engrais. Sans phosphate, aucune plante ne peut pousser. Mais au fil des récoltes, le sol s'appauvrit. S'il n'est pas régulièrement enrichi, les plantes souffrent de carences. Chaque année, d'énormes quantités de phosphate sont consommées, y compris par l'industrie. On l'utilise dans le produit vaisselle, dans les glaces alimentaires, pour la conservation de la charcuterie ou du fromage. La consommation croissante de viande dans le monde augmente encore la demande. Et même les plantes destinées à la production de biocarburants ont besoin de phosphate. Contrairement au pétrole, le phosphate n'est pas remplaçable. On estime que les réserves mondiales ne suffiront que pour un siècle encore. Et il faudra exploiter les gisements contenant aussi du cadmium, qui est toxique. Si on continue à ce rythme, il faut s'attendre à une crise du phosphate. Autrefois, les restes végétaux servaient à nourrir le bétail et les déjections animales étaient utilisées comme engrais. Un cycle vertueux qui permettait d'avoir toujours du phosphate en juste dose. Mais aujourd'hui, dans les régions où se concentre l'élevage intensif, la production de lisier ou de fumier riche en phosphate est trop importante. Conséquence, l'excédent passe dans les eaux et perturbe leur équilibre. Pendant des années, on a enrichi à tour de bras les sols arables avec des engrais riches en phosphate. D'importantes quantités finissent dans les boues des stations d'épuration à partir des déjections humaines. Aujourd'hui, ce déséquilibre dans la répartition du phosphate est un problème, car le cycle entier est perturbé. On constate une spécialisation croissante dans l'agriculture. Dans les régions spécialisées dans l'élevage, on importe des aliments riches en phosphate. Celui-ci finit dans le lisier et peut provoquer un déséquilibre dans le sol. Alors que dans les pays où ces aliments sont cultivés, le sol s'appauvrit et manque de phosphate. Comme pour le pétrole, de nombreux gisements de phosphate seront bientôt épuisés. Sa répartition est aujourd'hui très inégale et par le passé, les engrais minéraux ont été utilisés trop généreusement. Résultat, la raréfaction du phosphate entraîne une hausse des prix
y compris celui des engrais, essentiels dans les pays aux sols appauvris. Dans de nombreux pays africains, l'engrais coûte bien plus cher que chez nous. Cela pose problème, surtout aux petits paysans qui ne peuvent pas en acheter et voient la fertilité de leurs terres se dégrader. Et comme les aliments qu'ils produisent sont une ressource essentielle pour eux, leur situation alimentaire et sociale empire au fur et à mesure que les prix augmentent. Sans ce sel minéral essentiel, adieu les bonnes récoltes. Une utilisation plus modérée du phosphate est donc indispensable à la survie de tous. Vous êtes ingénieur en technologie verte et responsable de cette station d'épuration. On a pris un peu de boue d'épuration et même si on ne le voit pas, elles contiennent plein de phosphate. Par contre, ce qui saute au nez, c'est cette délicieuse odeur d'égout. Est-ce que c'est le phosphate présent là-dedans qui sent comme ça? Non, le phosphate n'a pas d'odeur. Ce qu'on sent là, ce sont les gaz générés par la fermentation des boues d'épuration. Qu'est-ce qu'elles contiennent exactement? Les boues d'épuration sont composées d'eau, d'organismes et de substances à l'état solide ou liquide. Quelles substances solides? Ça peut être plein de choses, des matières organiques ou inorganiques. Et comment est-ce que le phosphate finit là-dedans? Le phosphate arrive principalement par les eaux usées, c'est-à-dire par les déjections humaines et animales, mais aussi par l'excédent d'engrais dans l'agriculture. Et ces déjections, comme vous dites, vous les recyclez pour récupérer le phosphate, c'est ça? Oui, mais au final, on ne veut pas que du phosphate pur, mais plutôt un engrais contenant magnésium, ammonium et phosphate, le MAP. Qu'est-ce qu'il a de particulier, cet engrais? Ce qui le distingue des autres, c'est qu'il s'agit d'un cristal qui existe déjà à l'état naturel et qui ne contient presque aucune substance nocive. D'accord. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas répandre cette mixture telle qu'elle sur les champs? On pourrait, c'est ce qu'on faisait avant. Mais depuis 2005, le Land de Bade-Wurtemberg a décrété que les substances toxiques ou nocives présentes dans les boues d'épuration, comme les métaux lourds, ne devaient plus se retrouver dans les champs. Alors comment produisez-vous cet engrais? Cet engrais MAP, on le produit ici dans la station d'épuration, grâce à un procédé expérimental que je vais vous montrer. Avant d'observer comment on tire un engrais propre à partir de ce bouillon de culture, on va s'intéresser à une autre idée pour économiser le phosphate. À Berlin, des scientifiques qui ont aussi la main verte y travaillent dans un cadre un peu plus exotique et surtout nettement plus aromatique qu'ici. Le jardin botanique de Berlin. Pour s'épanouir, ces innombrables arbres, buissons, palmiers et fleurs ont besoin d'une quantité énorme de phosphate. Auparavant, les déchets verts partaient tout simplement aux ordures. Mais désormais, Nadine Koenig veut les composter pour récupérer les substances nutritives qu'ils contiennent. Notre objectif, c'est une gestion durable des déchets en cycle fermé. On essaie donc de revaloriser de nombreux déchets verts et organiques issus du jardin. Soit 2000 mètres cubes de branches, feuilles et gazons chaque année. Les déchets verts contiennent des substances précieuses, des sels minéraux comme de l'azote, du potassium ou du phosphate. Tout ce dont les plantes ont besoin pour pousser. Mais pour qu'elles puissent les absorber, il faut d'abord transformer tout ça. C'est là qu'interviennent de petits êtres vivants et des micro-organismes. Ils décomposent la matière organique en ses différents composants. Des travailleurs de l'ombre nommés vers de terre, cloportes ou colamboles. Ils digèrent les restes végétaux et rejettent des substances nutritives comme le phosphate. Alors seulement la plante peut les absorber. On obtient du compost, un engrais idéal et utilisé depuis des siècles. L'engrais minéral tout prêt et sorti du sac est la solution de facilité.
Et c'est ce que le jardin botanique employait jusqu'à présent. Chaque année, il achetait 3 tonnes d'engrais minéral. Mais les mentalités ont changé. Le jardin botanique et l'Université libre de Berlin ont choisi en 2010 de se tourner vers le développement durable. Ils veulent étudier la façon de revaloriser au mieux les déchets verts. Par exemple, avec ce compostage. Il permet de remplacer et diminuer la quantité de terre et d'engrais minéraux qu'on achetait jusqu'à présent. L'ingrédient secret pour obtenir un bon compost, c'est le charbon de bois. Les chercheurs étudient d'ailleurs son rôle lors de la formation du terreau. Les premiers essais montrent que le charbon de bois empêche le pourrissement des déchets végétaux. L'herbe coupée, par exemple, commence à fermenter 24 heures seulement après la coupe. Pour le projet, ils utilisent du charbon végétal créé de façon écologique à partir de résidus de bois. Une pratique que les chercheurs évaluent sous différents angles. Comment réagissent les micro-organismes en présence du charbon? Aide-t-il à lier des substances nutritives dans le sol pour qu'elles soient à disposition des plantes? Certains avantages ont déjà été constatés. La surface du charbon végétal présente des alvéoles, comme une éponge. Elles sont parfaites pour stocker les substances nutritives et l'eau et les restituer lentement selon les besoins de la plante. Il y a aussi moins d'odeur et pas de fermentation, donc moins de champignons dans le terreau. Au laboratoire, les scientifiques vérifient la teneur en substances nutritives et les caractéristiques du terreau obtenu. Pour savoir combien de phosphate contient la terre, il suffit d'un simple test de couleur avec un papier buvard. Le phosphate se teint en bleu. Un autre test montre combien de phosphate la plante a réellement absorbé. Les essais montrent que le terreau obtenu présente le même taux de phosphate qu'un compost ordinaire. La différence, c'est que le phosphate se lie au charbon de bois. Ce dernier reste ainsi plus longtemps dans le sol et n'est pas emporté par les pluies. De plus, des micro-organismes utiles se développent très bien sur le charbon de bois. Au final, grâce à ce terreau, les plantes parviennent à absorber le phosphate plus facilement et plus rapidement. Autre effet, le sol retient plus de carbone, ce qui réduit les émissions de CO2. Le compostage participe ainsi à la protection du climat. Mais Nadine Koenig et ses partenaires veulent aller encore plus loin dans la revalorisation des déchets. Ils étudient le moyen d'inclure aussi les matières fécales dans le cycle de compostage. Après tout, les déjections humaines contiennent beaucoup d'azote et de phosphate. Ils ont donc installé un système de toilettes sélectives. Là aussi, le charbon végétal aide à éviter la fermentation et tue les germes. Les matières solides sont filtrées hors des eaux usées et sont rassemblées ici, dans ce bidon bleu. On les ajoute ensuite au compost pour qu'elles participent au cycle. Pour la prochaine étape, ils veulent aussi utiliser les substances nutritives contenues dans l'urine en tant qu'engrais. Mais il faut d'abord pouvoir en éliminer les substances nocives comme les médicaments et les hormones. À quoi sert cette machine? Il s'agit de notre filtre presse. La boue issue des bassins là-bas est devenue de la boue digérée, qu'on pompe ensuite jusqu'ici. La matière est injectée sous pression dans le filtre presse, qui réduit la teneur en eau de la boue. Donc ensuite, ça donne ça. Voilà, on obtient ensuite un gâteau de filtration qui contient toutes les matières solides. Alors ça, c'est un drôle de gâteau. Ça s'appelle pourtant comme ça. Ces gâteaux sont ensuite utilisés dans la valorisation thermique, c'est-à-dire qu'ils sont brûlés pour alimenter les réseaux de chaleur. Et d'autre part, il reste notre filtrat, qu'on va aussi transformer. Donc là-dedans, il y a votre super engrais. Il y a les deux composants principaux, l'ammonium et le phosphate. Par la suite, on va ajouter le dernier composant, le magnésium, pour obtenir notre engrais MAP.
Vous nous avez préparé une version miniature de votre installation pour qu'on comprenne bien le fonctionnement. Si on récapitule, voilà ce qu'on avait au début, c'est ça? Oui, c'est de la boue digérée issue des digesteurs. Et là, ce qui ressemble à de la très mauvaise bière, c'est le liquide qui reste? Oui, cette cuve contient le filtrat obtenu après le passage dans le filtre presse. Et qu'est-ce qu'on va en faire? La prochaine étape, c'est d'ajouter une source de magnésium, plus précisément de l'oxyde de magnésium issu de l'industrie. On a préparé des échantillons ici. Imaginez que là, il y a l'équivalent de notre filtrat qui contient l'ammonium et le phosphate. Et dans cet autre verre, on a du magnésium dissous. Il faut le verser là-dedans? Oui, vous pouvez le faire, pour qu'on voit la réaction entre les molécules. Je mets tout. Oui, allez-y. Ça devient vite trouble. Comme vous le voyez, il y a plein de petits cristaux qui se sont formés. Ah oui, on les voit même à l'œil nu. Oui, c'est ça. L'eau devient trouble à cause des cristaux. Les particules en suspension se déposent ensuite au fond parce qu'elles sont plus lourdes que l'eau. Donc ce qui se dépose au fond, c'est votre engrais. Oui, c'est l'engrais qu'on obtient avec notre procédé. Comment le transformez-vous ensuite en grains? On laisse le MAP se déposer, puis on retire du liquide et on le sèche. C'est sacrément compliqué d'obtenir de l'engrais. Et tout ça pour que nos plantes poussent mieux. 2 séries de plants de maïs âgés de 3 semaines, mais qui n'ont pas la même taille. Pour cette expérience, tous ont été cultivés à l'identique, avec de la lumière, de l'eau et des nutriments. Mais pourquoi n'ont-ils pas la même taille? Le responsable, un petit champignon presque invisible, présent dans la terre des plants les mieux portants. Des scientifiques de l'Institut Max Planck de Potsdam étudient depuis plus de 5 ans une association étonnante. La mycorhize, une symbiose entre plantes et champignons. Quasiment 80% de toutes les plantes, y compris alimentaires, connaissent une telle symbiose qui profite aux 2 organismes. Sur 1 ou 2 mm autour de la racine, le sol s'appauvrit très vite en substances nutritives. Le phosphate a une mobilité si réduite que la plante ne le trouve que sur une toute petite surface. La mycorhize est donc utile parce qu'elle met à sa disposition le phosphate plus éloigné. En examinant les racines de plus près, on voit bien le complexe formé par la plante et le champignon. Au microscope optique, la symbiose avec les racines est évidente. Le réseau formé par le champignon s'étend dans les espaces entre les radicelles. Les hyphes, les cellules de couleur claire et en forme de filament du champignon, aident la plante telles des radicelles supplémentaires. Grâce aux hyphes, le champignon fournit au plant de maïs des sels minéraux comme le phosphate. En échange, il reçoit des glucides. Si on étudie le champignon d'encore plus près, on se rend compte à quel point la synergie est complète. Les hyphes du champignon pénètrent même dans les cellules des racines. À l'intérieur des membranes cellulaires, les hyphes forment des excroissances rectangulaires. Bientôt, chaque cellule est ainsi occupée. Le champignon agit directement là où l'eau et les nutriments sont envoyés vers les parties aériennes de la plante. Les mycorhizes sont essentielles pour la plupart des plantes alimentaires. Parce qu'aujourd'hui, notre sol est si pauvre en nutriments qu'elles ne peuvent tirer assez de phosphate du sol qu'avec l'aide de ces champignons. Le taux de phosphate dans la plante permet d'évaluer l'action du champignon. Grâce à un simple test, les chercheurs peuvent mesurer combien de phosphate la plante a absorbé. Plus il y en a, plus l'échantillon est bleu. La conclusion est étonnante. Le champignon est plus efficace si le sol contient peu de phosphate. Sans aucun phosphate, bien sûr, la plante ne pousse pas. Mais s'il y a peu de phosphate, les plants de maïs s'en sortent mieux avec l'aide d'une mycorhize. On pourrait donc imaginer vacciner de façon ciblée les sols appauvris avec ces champignons pour favoriser l'absorption du phosphate par les plantes.
Aujourd'hui, l'utilisation des champignons mycorhiziens n'est pas possible dans l'agriculture, parce que l'enrichissement continu des sols avec des engrais minéraux empêche leur développement. Dans les sols surfertilisés, il y a moins de racines colonisées, donc moins de spores, et la terre s'appauvrit en champignons mycorhiziens. Conclusion des chercheurs, si on utilisait moins d'engrais dans l'agriculture, le taux de phosphate dans le sol diminuerait. Mais les champignons mycorhiziens pourraient alors mieux se développer et aider la plante. Et une bonne récolte serait tout de même au rendez-vous. Ça y est, la machine a fait son travail et voici l'engrais MAP, magnésium ammonium phosphate sous forme liquide. Il suffit de le sécher pour obtenir cette poudre ensuite, n'est-ce pas? C'est ça. Je vais l'ouvrir. Voilà donc l'engrais qu'on peut utiliser directement dans les champs. Exactement, on peut le répandre directement. Mais on en est encore au stade expérimental, donc on n'a pas de revendeur. Mais on y travaille. Et quelle quantité d'engrais cette station d'épuration peut-elle produire? Dans notre station, on peut produire jusqu'à 50 kg d'engrais par jour, à partir des eaux usées de 10 000 habitants. Et si on utilisait le même procédé dans toute l'Allemagne? On pourrait alors supprimer entre 30 et 50% des importations de phosphate, ce qui représente 60 000 tonnes par an. Tant que ça. Alors pourquoi est-ce qu'on n'emploie pas cette méthode depuis longtemps? Parce que pour le moment, nos coûts de production sont plus élevés que pour l'engrais industriel. Mais dans un avenir proche, les gisements de phosphate vont s'épuiser. Donc les coûts de production de l'engrais industriel vont augmenter et son prix aussi. Il nous suffit de continuer à perfectionner notre système pour être bientôt concurrentiel. Merci. Merci. Je vous en prie. Jusqu'à présent, on s'est intéressé aux conséquences d'une future crise du phosphate chez nous. Mais voici l'exemple d'un pays qui est déjà en pleine crise parce que le boom du phosphate est derrière lui. C'est l'histoire d'une petite île au milieu de l'océan Pacifique appelée Nauru. Ses habitants ne manquaient de rien. L'océan leur donnait tout en abondance. De l'eau cristalline, des poissons et des crustacés, des plages de sable fin et du soleil toute l'année. Mais en 1900, des ingénieurs venus de loin ont découvert que Nauru recelait un trésor dont ils avaient un besoin urgent pour leur agriculture, des roches à haute teneur en phosphate. L'exploitation de ces roches phosphatées a aussitôt commencé. Les insulaires ont d'abord reçu peu d'argent, mais au fil des années, ils se sont enrichis grâce à ces roches qui ne leur étaient d'aucune utilité. Nauru nageait dans l'opulence et s'est mise à jeter l'argent par les fenêtres. On avait de gros bateaux, on ne travaillait pas, on n'avait aucun autre revenu. Ces entreprises ont fait la richesse de Nauru. Et aujourd'hui, elles sont toutes parties. Car un jour, le gisement a été épuisé. Plus de phosphate, plus d'argent, plus de bateaux, plus de voitures. Nauru est tombé au plus bas, au point de devenir la république la plus pauvre au monde. Aujourd'hui, ses habitants vivent à nouveau comme ils le faisaient avant la ruée vers le phosphate. Mon père me disait, « Rose, ne regarde pas la terre. Tourne-toi vers la mer, parce qu'il y aura toujours du poisson quand le phosphate aura disparu. »